Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, épisode consacré à l'alimentation, aux dérives du secteur agroalimentaire et à tous ces arnaques et toutes ces dérives. Et aujourd'hui, on accueille Karine Jacquemart de Foodwatch. Salut Karine. Salut. Comment ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour passer sur Salade Verte. Je suis très content de pouvoir t'accueillir. Petit moment aussi pour remercier la Climate House. C'est le premier épisode qu'on fait dans leurs locaux. Je remercie Charlotte avec qui j'étais en contact, qui a mis à disposition les locaux gratuitement, donc trop cool. En tout cas, merci Karine d'avoir pris ce temps. Avec plaisir. Et puis si tu veux bien, on peut commencer directement. J'ai peut-être que je dise le concept pour ceux dont c'est la première fois à Salade Verte. Entretien en 3 parties, entrée, plat, dessert. Donc comme menu en entrée, on va plutôt parler de ton parcours. De Foodwatch, de votre asso. En plat, on va plutôt parler, on va directement rentrer dans les dérives du secteur agroalimentaire. Tu as sorti un livre aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Et en dessert, des questions un peu plus personnelles, un peu plus philosophiques, on va dire. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Parfait. Pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être, Karine, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et présente peut-être un peu les travaux de Foodwatch. Avec plaisir. Moi, en fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai décidé de m'engager en association, donc avec Action contre la faim pendant plusieurs années. Et puis après, avec Greenpeace International en Afrique, où j'ai coordonné la campagne Forêt d'Afrique centrale en RDC. Et puis on a aussi ouvert un bureau et une campagne au Cameroun. Et déjà à l'époque, avec le souci de faire le lien entre justice sociale et justice environnementale, parce qu'en fait, ça va vraiment avec, ça ne peut aller qu'avec, on le voit de plus en plus. Et d'avoir vraiment cette vision des deux aspects. Et là, ça va faire 10 ans que j'ai l'honneur de développer Foodwatch, avec une super équipe, Foodwatch en France et à l'échelle européenne. Parce qu'à la base, c'est allemand, non ? C'est ça ? Voilà, en fait, ça a été créé en 2002 par l'ancien directeur international de Greenpeace. Suite au scandale de la vache folle, en fait, où il y a quand même eu des morts, il s'est dit, mais il n'y a pas d'ONG, société civile indépendante comme Greenpeace, mais sur l'alimentation. Donc, il a décidé de créer Foodwatch en Allemagne. Et puis après, en fait, 90% de la réglementation sur l'alimentation, c'est à l'échelle européenne, ce qui est la bonne échelle. Il faut toujours garder en ligne de mire d'avoir les mêmes règles pour les entreprises et de protection des gens par rapport à l'alimentation et l'agriculture à l'échelle européenne, sinon ça n'a pas de sens. Donc, on veut vraiment avoir une influence européenne. Donc, on existe aussi aux Pays-Bas, en Autriche, à Bruxelles et en France depuis 10 ans. Et voilà. Et on va continuer à essaimer pour avoir de plus en plus d'influence. Foodwatch, surtout, ce qui est intéressant, c'est que en France, c'est une association de la 1901, mais on est vraiment 100% indépendant. Donc moi, comme j'aime bien dire, parce que le but du jeu, c'est de parler du diagnostic du système agroalimentaire qui est quand même très, très amer et très déprimant, mais aussi de dire que c'est pas une fatalité qu'on peut changer les choses. Et justement, avec Foodwatch, c'est un contre-pouvoir citoyen. 100% indépendant. Donc, on prend aucune subvention publique, aucun nom d'entreprise. Et c'est vraiment les gens, en fait, les citoyens, les citoyennes qui donnent ce qu'ils peuvent. Voilà, 5 euros, 10 euros par mois. Ouais, c'est les dons, 5 euros, 10 euros par mois, plus pour certains. Mais en tout cas, c'est la somme des gens. Et aujourd'hui, on a dépassé la 500 000 abonnés à la newsletter. Voilà, donc il y a les donateurs, donatrices, mais il y a aussi les gens qui tout simplement suivent les actions, les enquêtes, participent aussi. Et en 10 ans, il y a 1,5 million de personnes en France, tu vois, qui suivent. Parce que moi, je pense qu'on va en parler, mais parce que je pense que les gens, ils voient bien en fait qu'on les prend un peu pour des idiots. Il y a le problème de pouvoir d'achat, mais il y a aussi le problème de la désinformation dans ce système alimentaire et de santé publique, bien sûr. Et donc, les gens, en fait, ils ont envie qu'on respecte leur droit fondamental, qui est un droit à une alimentation saine, choisie, durable, abordable. Donc, quand ils voient que quand on se serre les coudes, on peut agir, je pense qu'ils sont content de voir qu'effectivement on peut agir, et c'est vraiment l'invitation que je veux faire, c'est dire on va pas accepter ça sans rien faire. Et en plus, bien évidemment, on travaille dans un écosystème très large que tu connais aussi, de beaucoup d'associations en complémentarité avec des associations sur plein de secteurs pour qu'on fasse vraiment front uni, quoi. Donc là, vous êtes combien à Foodwatch ? Vous êtes On est 11 en France ? Vous êtes 11 ? Ouais. Et donc au tout début, vous étiez... Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait Ingrid, Ingrid Kragle, qui est la responsable, la directrice des enquêtes et de l'information et des médias. Elle est toujours dans l'équipe. Et donc, voilà. Donc, il y avait que elle qui a monté le bureau. Et puis, maintenant, on est 11. Le but du jeu, c'est pas d'être trop gros non plus. Parce qu'en fait, il faut qu'on reste David contre Goliath. De toute façon, on sera toujours moins que les lobbies, tu vois. On sera toujours moins gros que les lobbies. Et le but du jeu, c'est d'être assez efficace et agile aussi pour être en prise avec la réalité des décisions politiques. Et pourquoi te spécialiser un peu dans l'alimentation ? C'était une vocation dès le début de ta carrière ?
En fait, assez vite, je me suis dit que l'alimentation, c'est hyper politique et hyper stratégique. C'est-à-dire que déjà, si tu contrôles la production de l'alimentation et l'alimentation, tu contrôles les populations, en fait. Donc déjà, quand j'ai choisi Action contre la faim, il y a plus de 20 ans, c'était avec, je me disais, mais d'abord, c'est insupportable et intolérable voilà, qu'il y ait la faim dans le monde. Et aujourd'hui, on a non seulement la faim dans le monde qui est toujours au même niveau, il y a toujours à peu près 800 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, mais en plus, il y a l'impact de l'alimentation industrielle sur la santé, sur l'environnement. Donc en fait, rien ne s'arrange. Et ce que je trouve qui est fort avec l'alimentation, c'est que c'est vraiment à la croisée des enjeux entre pouvoir d'achat, environnement, santé publique, société aussi. Ouais. La question de démocratie alimentaire, du droit à choisir notre alimentation. Donc aujourd'hui, c'est un levier qui est utilisé par quelques-uns qui nous verrouillent ce système d'agriculture intensive et d'une alimentation industrielle qui font pas du bien. Mais on peut aussi utiliser ce levier pour du coup reprendre le pouvoir et reprendre de l'espace vers une réappropriation de notre alimentation. Et d'ailleurs, le bouquin que j'ai fait, enfin, je reverse les droits à l'association, mais je l'ai vraiment fait uniquement pour partager cette information, ce diagnostic avec les gens dont on va parler et cette invitation aux solutions. Et c'est vraiment fait pour ça, pour dire aux gens, mais en fait, on peut aller vers des alternatives ensemble. La transition est toute faite. Donc, tu as écrit un livre, Les dangers de notre alimentation, aux éditions Payot. Donc, tu parles d'un système agroalimentaire à la dérive. Que tu peux nous dire le constat que tu fais? Ouais, c'est-à-dire avec Foodwatch, on fait beaucoup d'enquêtes sur les arnaques sur l'étiquette, c'est-à-dire le marketing des marques de l'industrie agroalimentaire qui induisent en erreur, sur les scandales alimentaires. On a porté plainte dans plusieurs scandales alimentaires. On pourra reparler de Nestlé après, mais il y a aussi un vrai problème en fait de pouvoir d'achat et d'accès. Et quand on a vu fin 2023 la crise de l'inflation alimentaire où les prix avaient pris en moyenne plus de 20% d'augmentation et on entendait en même temps dire que les fils s'allongeaient à l'aide alimentaire, quand même en France, enfin c'est intolérable partout dans le monde, mais en France c'est d'autant plus inacceptable qu'en vrai on a les moyens. Et du coup ça pose vraiment question. Donc quand on regarde bien en fait toutes les enquêtes qu'on a faites et bien sûr toutes les enquêtes qui existent aussi des scientifiques, d'autres assos, etc. En fait, si on prend un pas de recul, on voit quoi? On voit qu'il y a un agriculteur, une agricultrice sur 6, 18% selon l'INSEE, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc en fait, c'est incroyable. On n'est même pas capable de rémunérer dignement nos agriculteurs, agricultrices, quoi. Et à l'autre bout de la chaîne, on a des millions. On parle de plus de 11 millions de personnes, de consommateurs, consommatrices, qui n'accèdent pas à 3 repas par jour de qualité. Et donc, on crée de la précarité de toutes pièces, quoi. Et en fait, comment on en arrive là? On se rend compte qu'au milieu, il y a vraiment un verrou sur un système avec un goulet d'étranglement au milieu, si tu veux, tu vois, si tu visualises, avec quelques dizaines de géants de l'industrie agroalimentaire qui, en fait, font ce qu'ils veulent sur les prix, sur la qualité, etc. Et la grande distribution, et tu as les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution en France qui contrôlent 80% du marché. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est Auchan? Non, ça, c'est Leclerc? Ouais, c'est Leclerc, Carrefour, Casino, Intermarché, et Lidl aussi qui a pris pas mal de place. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux, aujourd'hui, qui choisissent quelle alimentation est accessible ou pas, en fait. Tu vois, c'est eux. Il y a 70% des achats alimentaires en France qui sont faits en supermarché. Et c'est pas juste parce que les gens choisissent, c'est aussi parce que, la question de pouvoir d'achat fait que, des fois, ils se disent, je vais aller vers des produits pas chers. On va en reparler du piège des produits pas chers. Mais aussi parce qu'il y a des déserts géographiques, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de petits commerces qui ont été supprimés parce que les supermarchés, finalement, ils ont pris la place. Et donc, tu es obligé de dépendre de ta voiture, d'aller là-bas. Tu peut-être pas le choix. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est quoi? C'est que factuellement, sur 70% des achats alimentaires, ça se passe dans les supermarchés. Et dans ces supermarchés, c'est l'industrie agroalimentaire et les grands distributeurs qui décident quel produit tu as dans les rayons ou pas et à quel prix. Et en fait, il y a vraiment une tendance. Déjà, c'est hyper opaque sur les marges qu'ils font. Ouais. Donc, t'en parler. et c'est pour ça on demande depuis fin 2023 le BABA, en fait, de dire, mais vous prétendez que vous n'appauvrissez pas les producteurs et que vous êtes les alliés des consommateurs avec des produits pas chers, prouvez-le, en fait. Ouais. Prouvez-le parce que nous, à chaque fois qu'on gratte, ce qu'on voit, c'est des chiffres qui indiquent une tendance qui est quand même pas acceptable, qui a tendance à faire des marges plus importantes sur les produits les plus sains et les plus durables, y compris le bio. Du coup, faire des prix certes bas,
mais dans les prix bas, on trouve trop souvent des produits qui sont pas bons pour la santé. Ouais. Je te donne 2 Ça, exemples, ouais. Tu en avais parlé, mais je vais t'en parler, mais aussi Ouais. les produits qui sont trop sucrés, souvent les produits qui C'est sont ça. très peu chers, c'est des produits où Ouais, c'est ça. Et en fait, non seulement du coup, ils font la pluie et le beau temps parce qu'ils ont le contrôle du marché, mais si encore ils l'utilisaient à bon escient, tu vois, bon, ok, pourquoi pas. Mais sauf que le pire, c'est qu'ils utilisent ça en prétendant être les alliés des consommateurs, et en fait, ça va pas du tout parce qu'ils organisent un marché à 2 vitesses. C'est-à-dire que pour ceux qui ont les moyens, tu peux accéder à des produits plus sains et plus durables, mais quand t'as pas les moyens, en fait, t'as pas le choix. 2 exemples. Effectivement, Foodwatch a publié le 15 janvier une étude sur le sucre. On a regardé 400 produits, 12 catégories de produits. Déjà, il y a un problème de sucre ajouté systémique, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup trop de sucre ajouté dans tous les produits. Regardez la liste des ingrédients. Malheureusement, le sucre se cache derrière plein de noms différents. Ouais, maltodextrine, Voilà. sucre ajouté. Mais ça vaut le coup de regarder parce que en fait, c'est vraiment mauvais pour la santé, et y compris dans des catégories de produits comme les petits pois en boîte de conserve où, tu vois, on n'accède pas suffisamment à des fruits et légumes. Tu as des familles qui du coup se disent: «Allez, je fais un effort, j'achète des petits pois», et ben non, en fait, ils vont avoir du sucre ajouté. Bref, donc déjà, il y a trop de sucre ajouté partout. Et le deuxième effet, et c'est là qu'on a vraiment démontré le marché à 2 vitesses, c'est que dans les 12 catégories de produits, l'équipe a comparé la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les moins chers par rapport à la quantité moyenne de sucre dans les 5 produits les plus chers. Et dans les 12 catégories de produits, les produits les moins chers étaient plus sucrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas les moyens, on t'amène vers ces produits-là, tu as des produits qui sont plus sucrés et du coup qui vont être moins bons pour la santé. C'est une double peine. Double peine. Et le deuxième exemple, c'est une enquête qu'on a faite avec plusieurs associations, n'est-ce pas, hein? Tu as participé. Et donc, c'est Foodwatch et 6 autres associations, dont des associations de santé environnementale, le RAC, France Asso Santé, et d'autres. Et du coup, on a fait une grosse enquête sur 5000 produits, 5000 promotions en fait, dans les produits dans les supermarchés. Et la conclusion, en fait, elle est hyper claire encore. C'est 66% de ces produits-là, c'est des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique. Ok. Donc 2/3 des produits, c'est venez chez moi, on vous fait des produits pas chers, on est vos alliés. Sauf qu'en fait, je vous attire vers des produits, encore une fois, qui présentent des risques pour la santé, qui sont déséquilibrés. Donc en fait, trop gras, trop sucré, trop salé, ouais, c'est ça. très transformé. Et en fait, c'est pas ok, quoi. Et d'autant moins que c'est aussi vraiment à chaque enquête, on le prouve. Je donne un 3e et dernier exemple sur les additifs. Parce que là, on parle de trop gras, trop sucré, trop salé, c'est hyper important. Mais il y a aussi un problème, et c'est pas pour faire peur aux gens, enfin, n'ayez pas peur, parce que du coup, vous pouvez faire changer les choses, mais on est quand même obligé de poser le constat pour mettre les points sur les i des responsables. Il y a aussi un problème de santé publique avec les additifs. Et en fait, dans l'alimentation industrielle en Europe, il y a plus de 330 additifs qui sont autorisés. C'est 50 dans le bio. Alors, le bio n'est pas parfait parce que, par exemple, je vais parler des nitrites. Il y a encore du nitrite dans le bio ajouté, ouais, dans certaines charcuteries dans le bio, mais c'est quand même moins. Donc le risque il est moindre. Mais sur ces nitrites, en fait, on a des additifs qui sont dangereux pour la santé, et on a la preuve que l'industrie sait faire autrement, puisque Fleury Michon, Erta, Madrange, vous voyez bien dans les rayons des supermarchés, il y a des produits sans nitrite. Donc ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait un sujet et qu'ils savent faire autrement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand on a soutenu, avec une pétition signée à plus de 500 000 personnes pour leur projet de loi? Donc c'est pour ça qu'on finira par y arriver, parce que la mobilisation, elle est massive. Ils ont bloqué le projet de loi. Pourquoi? Parce que ça leur permet de garder un marché à 2 vitesses dans les rayons. Et en fait, si tu as de l'argent assez, tu peux t'acheter le jambon sans ces additifs. Et si tu as un budget limité, on te flèche encore une fois vers une offre limitée qui est le jambon, certes rose fluo avec ses additifs, mais surtout qui t'expose à un risque de cancer colorectal le plus important. Voilà. Et c'est pas ok en fait. Et la raison pour laquelle c'est pas ok, c'est qu'il faut renverser la façon dont on voit les choses. Là, on part du marché, on regarde tout ce qui va pas, et c'est vrai. Mais pourquoi il faut renverser les choses? Parce qu'en fait, c'est pas une marchandise comme une autre, l'alimentation. Tu vois? Il faut vraiment qu'on redise ça. C'est un droit fondamental. Le droit à l'alimentation, d'ailleurs, il existe dans les traités internationaux. Il est inscrit. Et donc, l'accès à une alimentation saine, durable, choisie, qui va rémunérer de façon correcte et digne les agriculteurs, agricultrices, tous, pas que les gros qui font des céréales, et qui va être accessible pour tout le monde dans notre société, c'est un droit fondamental. Et c'est pour ça que, on est légitime de dire: industrie agroalimentaire, grande distribution, c'est pas ok en fait. On vous voit et on va continuer à dénoncer ces pratiques abusives parce que vous avez une responsabilité majeure dans ce désastre environnemental et de santé publique qui en plus coûte des milliards. Et 2, l'État,
doit jouer son rôle. Et ce qu'ils font pas du tout, ce qu'ils font pas du tout, mais qu'on doit dénoncer, oui, quand il s'agit de santé publique, quand il s'agit d'un droit fondamental, c'est à l'État de mettre en place des règles du jeu pour l'assurer, ce qui n'est pas du tout le cas. Et quelles sont les politiques qu'on devrait mettre en place? Transparence des marges, que les aliments qui sont bons pour la santé et pour l'environnement soient moins chers. En fait, la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles sont dans les problèmes, tu vois. C'est-à-dire, déjà, pour que les produits soient bons pour la santé. Bah, déjà, on peut supprimer les additifs qui sont controversés et là où l'industrie sait faire autrement. On peut mettre des règles plus strictes sur le sucre et tout ça. Ce qu'on demande depuis longtemps, avec plein d'associations aussi, c'est l'encadrement de la publicité, du marketing. En plus, on ne demande pas des trucs de fou, quoi, tu vois. C'est l'encadrement du marketing et de la publicité qui cible les enfants pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. On ne demande pas l'interdiction de tout, et même ça, on a du mal à l'avoir, c'est pas la lune. Et donc ça, déjà, c'est-à-dire que la qualité des produits dans les rayons soit OK, en fait. T'es pas censé te poser la question avec une appli, tu vois, et un smartphone, de scanner tes produits quand t'es dans le rayon céréales pour savoir lequel est le moins dangereux pour tes enfants, en fait, tu vois. Donc, en fait, il faut prendre un pas de côté et dire ça, c'est pas OK. Donc, il faut absolument qu'on continue à forcer pour qu'il n'y ait pas ces additifs, ces contaminants. Et après, il y a aussi le sujet des contaminants plus large, tu vois. Les PFAS dans l'environnement, les résidus de pesticides qu'on trouve dans la nourriture, mais aussi dans l'eau, etc. Donc, tout ça, on est, encore une fois, on ne demande pas la lune dans le sens où il faut une transition pour l'industrie, il faut une transition pour les agriculteurs sortir des pesticides. Mais en tout cas, il faut se dire, bien sûr, qu'au final, on doit avoir un système où la santé publique est protégée, où on arrête de détruire notre environnement, notre biodiversité, qui est aussi notre outil de production agricole de demain, et comment on fait pour y aller. Donc là, les solutions, elles devraient être claires. C'est juste une question de volonté politique. Donc on va continuer à pousser jusqu'à ce que ça arrive, parce que ça ne peut pas en être autrement. Et après, tu as la question du prix. Donc sur la question du prix, oui, la première des choses, c'est de demander la transparence sur les marges. On va dire, ils vont pas être d'accord, mais en fait, je m'en fiche. Je veux dire, s'ils sont, comme ils le disent sur les plateaux télé, là, quand moi je suis en débat avec eux, tu vois, s'ils disent, non, mais on profite pas de l'inflation, et non, c'est pas nous qui privons les gens d'accès à une alimentation saine. Ok, bah, prouvez-le, en fait. Du coup, vous serez OK pour être transparent, tu vois? Chacun se renvoie la balle, c'est les industriels qui disent aux distributeurs, c'est vous qui faites de la marge. Non, les distributeurs disent non, c'est les industriels. Personne n'y comprend rien, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est que, et du coup, vous pouvez aller voir toutes et tous, là, sur le site de foodwatch.fr, c'est dans la rubrique presse. Il y a le communiqué de presse qu'on avait fait le 29 novembre 2023, donc ça date un peu, mais pourquoi je pointe celui-là? C'est parce que c'est vraiment quand il y avait le plus haut de l'inflation, et on est vraiment allé documenter. Il n'y a pas assez de chiffres, puisque c'est un système totalement opaque sur cette construction de prix, mais le peu de chiffres qui sont disponibles, on a vraiment démontré qu'en fait, l'industrie agroalimentaire, les Nestlé, Danone et compagnie, et les grands distributeurs profitaient de l'inflation sur le dos des gens, quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est à eux de prouver le contraire. Donc transparence sur les marges, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils y aillent, et un encadrement des marges ou des prix sur les produits les plus sains et les plus durables. C'est là qu'on doit dire, en fait, c'est aussi normal de bien rémunérer les producteurs. C'est aussi normal qu'à un moment donné, des produits de qualité, ils aient un certain prix. En fait, il faut pas s'attendre à ce que ça coûte 5 centimes si c'est un produit de qualité et qui doit rémunérer. Donc parfois, ça peut être du coup un peu compliqué si en plus le distributeur se fait une super marge dessus. Donc là, c'est à l'État de dire une liste de produits. Nous, on a proposé, par exemple, il y a le PNNS qui est le Programme National Nutrition Santé. Prenons une liste de produits compatibles avec ces recommandations-là. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre, hein. Et on prend ça, et du coup, sur une liste de ces produits-là, l'État met met un maximum, point, quoi, en fait, tu vois? Et bien sûr qu'il faut permettre à la grande distribution et aux entreprises de gagner leur vie, très bien, mais elles peuvent pas gagner leur vie à des profits excessifs qui sont au détriment de la santé publique et de ce droit fondamental, tu vois? Donc il y a plein de règles, en fait, qui sont accessibles, qui sont déjà documentées, et il suffit qu'il y ait des législateurs et un gouvernement qui disent OK, c'est normal, c'est le b.a.-ba, on le fait à l'échelle française, et nous on pousse toujours après à l'échelle européenne. Le Nutri-Score, c'est pareil, c'est facile, c'est informer les gens pour comparer la qualité nutritionnelle des produits entre eux. Donc il faut faire ça pour changer les règles dans ce système dominant, et à côté, il faut soutenir les alternatives aussi, beaucoup plus citoyennes, beaucoup plus à l'échelle humaine, beaucoup plus locales, qui permettent de remettre un accès à une alimentation saine, plus en direct avec les producteurs, plus aussi dans un contexte de démocratie alimentaire, comme les exemples de sécurité sociale de l'alimentation dont on peut parler, voilà. Mais du coup, il faut que les règles de ce système soient
en fait, réviser pour enfin respecter le droit fondamental des gens. Et il faut aussi dire, c'est OK que vous existiez les supermarchés, mais peut-être que c'est pas OK qu'il y en ait 5 qui contrôlent 80% du marché et qu'il faut aussi redonner de l'espace, en fait, à l'entraide citoyenne, au lien social, à avoir un autre rapport à notre alimentation. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une phrase aussi que j'aime bien, que tu dis souvent, c'est qu'on paye 3 fois notre alimentation. Ouais. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ce que tu veux dire? Ouais, bien sûr, c'est important parce qu'en plus là, effectivement, avec le problème de pouvoir d'achat et cette offre qui ne laisse pas le choix aux gens, finalement, cette question d'argent, elle est hyper importante. Donc il faut là aussi, il faut l'identifier, casser les verrous et faire autrement. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est que, on paye 3 fois notre alimentation parce qu'on la paye une première fois, à la caisse, du magasin où on va l'acheter et ensuite c'est avec notre argent, en fait, l'argent public, donc l'argent de nos impôts. Avec l'argent de nos impôts, on le paye 2 fois. Une première fois parce que, il y a des milliards d'argent, publics qui sont utilisés pour soutenir ce secteur agricole et alimentaire, cette industrie et parce qu'il y a des milliards d'argent, de coûts, en fait, de santé publique et de destruction de l'environnement. Yes. Il y a une étude que j'invite vraiment tout le monde à aller voir, qui est gratuite sur internet, qui s'appelle «L'injuste prix de l'alimentation», qui a été faite, par le Secours catholique, les CIVAM et d'autres et par le BASIQ. Ils ont vraiment essayé de mettre des chiffres, quoi, donc le rapport et la synthèse sont vraiment, vraiment utiles et en fait, ils ont chiffré, eux, à 48 milliards d'euros par an, le total de subventions publiques et de niches fiscales, en gros d'avantages, d'argent public donné, au secteur, de l'industrie agroalimentaire, à ce secteur-là concerné et 19 milliards d'euros par an, le coût de réparation, santé publique et environnement. Moi, je pense qu'ils le disent d'ailleurs que c'est vraiment à minima, je pense que c'est beaucoup plus sur la santé publique et notamment la FAO, alors qui calcule différemment, mais au moins ça donne des ordres de grandeur. La FAO, qui est l'agence des Nations Unies sur, l'agriculture et l'alimentation, eux, ils ont estimé à, 160 milliards d'euros en France, hein, par an, le coût, en fait, de ce système, des effets négatifs de ce système, dont 120 milliards d'euros sur la santé publique. Et en fait, c'est fou parce qu'on nous dit qu'il y a pas d'argent pour les services publics, qu'il y a pas d'argent pour l'hôpital, qu'il y a pas d'argent dans la sécurité sociale. Mais en fait, il suffirait de prendre les mesures nécessaires, en prévention, de ne pas laisser ces dérives qui, avec une alimentation qui, c'est prouvé, hein, qui alimente, une épidémie de maladies chroniques parce que l'Organisation mondiale de la santé parle d'épidémie. Et donc il suffirait de faire ce qu'il faut pour protéger les droits fondamentaux de la santé publique, pour déjà faire, ces milliards, d'économies. Mais au lieu de faire ça, les décisions ne sont pas prises, des milliards de notre argent sont donnés à ce secteur et c'est de l'argent public qui va en plus en payer, les conséquences. Donc je crois qu'une fois qu'on a démontré ça, c'est quand même facile de dire aux responsables politiques: «Mais en fait, on vous voit» et je pense pas que les citoyennes vont accepter ça très longtemps, quoi. Donc Comment ils réagissent les politiques quand tu vas leur parler, quand tu les as en audition? Ils sont plutôt, réceptifs? Comment ils réagissent? En fait, faut pas généraliser. En vrai, tu vois, je veux pas envoyer un signal genre tous pourris. Et on rencontre aussi. Enfin, moi, ça fait quand même des années que je fais ce boulot, que je milite pour ça. Bien sûr qu'on rencontre plein de gens dans les administrations, à l'Assemblée nationale, dans les ministères, qui veulent faire bouger les choses. Mais après, ayant dit ça, en vrai, là, en tout cas depuis 10 ans que moi je suis à la tête de Foodwatch, qu'on a ces rendez-vous, qu'on veut pousser sur des choses, etc., on a un vrai problème de blocage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive sur ceux qui prennent les décisions, et le gouvernement actuel, franchement, ça s'arrange pas du tout, notamment avec la loi du plomb, le retour des pesticides interdits qu'on fait revenir par la fenêtre. Enfin, honnêtement, ça va pas du tout dans le bon sens. Et vraiment, à un moment donné, moi, j'en suis arrivée à la conclusion. C'est aussi ça que j'ai voulu raconter dans le livre pour le dénoncer, pour faire changer les choses, pour que ces gens sachent que on les voit et que les citoyens et les citoyennes, c'est aussi des électeurs et des électrices, hein, et qu'à un moment donné, il faut un peu défendre l'intérêt général, sinon on va franchement aller dans le mur, et ils vont avoir des comptes à rendre. Et en fait, aujourd'hui, ça bloque. Quand on demande l'interdiction des nitrites, on nous répond: «Ah mais on va demander à l'industrie des engagements volontaires plus forts». Pareil sur l'encadrement du marketing, sur la malbouffe, etc. C'est de l'autorégulation, quoi. Oui, c'est pas tolérable en fait, parce que du coup j'en viens à la conclusion que c'est vraiment idéologique en fait. Ils sont fermés dans une idéologie néolibérale. Au début, je voulais pas dire ça parce que j'aime pas parler d'idéologie. Nous, on est hyper factuel, pratique, on demande juste le b.a.-ba. Mais la vérité, c'est que moi, je suis confronté à des gens qui n'ont aucun argument concret, tu vois, pour justifier de remettre ces pesticides, d'interdire, si ce n'est on défend l'intérêt des entreprises. Enfin, vous pouvez pas défendre le marché. C'est ça, mais vous pouvez pas défendre l'intérêt et même on soutient les entreprises. C'est même ça la définition du néolibéralisme. Mais en fait,
vous pouvez pas indéfiniment soutenir les entreprises en faisant semblant de les responsabiliser au détriment de la santé publique. Enfin, encore une fois, moi j'ai toujours dit que les entreprises fassent leur activité, je m'en fiche, tu vois, et qu'ils fassent du profit, bah très bien, on leur demande pas d'être des fondations philanthropiques, tu vois, mais pas au-delà de la ligne rouge qui est les droits fondamentaux des gens et la santé publique. Donc là, non, là on a un vrai problème. C'est pour ça que il faut vraiment qu'on se mobilise plus et qu'on monte le ton. Moi, j'appelle vraiment à une mobilisation non violente, mais déterminée, parce que là, même quand on est gentil, quand on a raison, ça marche pas. Même quand on monte le ton, on a du mal. Mais je vous dis, c'est pas fini et ça va marcher. Et on voit bien dans le cas de Nestlé, on va pouvoir en parler, que tenir tête, ça marche. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est insupportable qu'il faille en fait se battre pour ce qui devrait être le b.a.-ba. Et le gouvernement actuel et les majorités en plus malaisantes quand même qu'ils sont en train de faire, y compris avec l'extrême droite sur beaucoup de sujets, du coup à l'Assemblée nationale, sont ultra, ultra inquiétants parce que ça va pas du tout dans le sens de l'intérêt général et de remettre, ben voilà, tout simplement ce droit à une alimentation saine et durable pour Il y tout a le monde. aussi un des arguments que tu défends, enfin que les politiques défendent souvent, c'est la responsabilité individuelle du consommateur. Ouais. C'est à eux d'être responsables, de savoir quoi acheter, etc. Toi, tu rejettes cet argument. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Mais en fait, parce que, c'est vraiment une stratégie de diversion, tu vois? De vouloir tout le temps mettre la responsabilité et culpabiliser les gens individuellement, en mode, oui, enfin, ce qu'on entend la petite musique un peu à peine entre les lignes, c'est: «Bon, ben, si les gens ils achètent des produits de la malbouffe, c'est parce qu'ils le veulent bien, quoi». Hein? En sous-entendu, ils sont pas assez malins pour, savoir qu'il faut acheter des fruits et des légumes. Alors je vous le dis, ça c'est classiste, c'est intolérable et en fait, les gens qui sont confrontés à la précarité, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, bien évidemment, qui disent, «Ben, vous êtes gentils, mais oui, oui, si, si, on sait très bien», surtout qu'on nous martèle le message qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas, accessibles parce qu'on ne nous laisse pas tant le choix que ça. Et il y a ce truc de, j'entends partout, y compris dans les ministères: «Oui, enfin, c'est avant tout une question d'éducation». Ben non, en fait. Oui, il y a aussi une question d'éducation. Oui, il y a aussi une question de responsabilité individuelle. En fait, faut pas opposer les choses. Oui, c'est sûr. Ouais. Tu vois? C'est quand on a les moyens en plus, tu vois? Moi, j'ai les moyens et ben, moi, je vais acheter du bio. Voilà, parce que, je vais aussi soutenir des producteurs en direct, je vais, soutenir une filière qui, en ce moment, a du mal parce que le gouvernement ne soutient même pas et vient même d'enlever des millions. La ministre de l'Agriculture vient de retirer des millions au soutien de l'agriculture biologique alors que, encore une fois, c'est pas parfait, mais enfin, au niveau de la santé publique, il y a quand même, on est quand même content qu'il y ait une interdiction, de pesticides de synthèse et d'effets sur la santé positifs. Donc en fait, c'est insupportable de les opposer. Donc oui, on a une responsabilité individuelle. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je le redis quand même, regardez les étiquettes des produits, vous fiez pas au marketing. Regardez les étiquettes avec la liste d'ingrédients parce que, les ingrédients, faut savoir que c'est du plus important au moins important en volume, donc ça, c'est intéressant. Si vous voyez une liste trop longue avec plein de E quelque chose qui sont des additifs, c'est pas terrible parce que ça risque d'avoir des effets chimiques entre eux. Enfin, les toxicologues disent, attention aux listes longues. Comparez aussi le prix au kilo, plutôt qu'à l'unité parce qu'on a vu aussi des arnaques, au prix, n'est-ce pas, de mais enfin, au-delà de ça, même un consommateur éclairé, on peut pas Oui, oui, savoir s'il y c'est a des sûr. résidus de pesticides, on peut pas savoir s'il y a des contaminants, on peut pas savoir, quelle a été la marge et si le producteur derrière, il en vit, dignement ou pas et cetera. Donc, mettre la responsabilité sur les individus et dire: «C'est avant tout une question d'éducation», c'est surtout une façon d'essayer de faire diversion pour ne pas parler de la responsabilité des géants de l'industrie Bien sûr. agroalimentaire, de la grande distribution et des responsables politiques qui ne défendent pas du tout, l'intérêt général. Ouais, c'est clair. Si tu veux bien, on va passer, sur le sujet Nestlé Waters. En ce Ouais. moment, c'est le gros sujet qui est en ce moment, le Mmh. scandale. Est-ce Ouais. que tu peux revenir sur ce qui s'est passé un peu avec, Ouais. Nestlé Waters? Ben, déjà, ouais, pour remettre en perspective, en fait, Foodwatch, on attaque en justice dès qu'il y a, ce genre de géant de l'industrie agroalimentaire qui, fait des choses illégales. Parce que souvent, ils poussent, en fait, les arnaques, l'opacité sur les marges et ça reste à la frontière de la légalité. Ils font voilà, c'est pas acceptable, mais c'est légal. C'est un des problèmes. Mais parfois, ils se croient carrément au-dessus des lois et ils passent les bornes, quoi. Donc on a Foodwatch a attaqué en justice dans l'affaire Lactalis, 2018. Donc ça, tu peux rappeler peut-être ce que Bien sûr, c'était des laits, infantiles contaminés au salmonelle et puis ils avaient prévenu, très tard, voilà, qu'il y avait eu cette contamination. Il y avait eu des dizaines d'enfants malades. Il y avait eu enfin bref, il y a eu plein de rebondissements avec des rappels qui avaient été mal faits en plus. Bon, c'était, vraiment le scandale dans toute sa splendeur où on voit qu'on est,
totalement menée en bateau et encore une fois dans un climat d'opacité et d'impunité. En 2022, vous vous en rappelez, malheureusement, il y a eu le scandale des Buitoni, Nestlé déjà. Et C'est le groupe Nestlé. ouais, c'est le groupe Nestlé et les pizzas Buitoni qui étaient contaminées E. coli. Et c'est une bactérie, hein, c'est ça. c'est une bactérie. Et malheureusement, là, il y a eu des dizaines d'enfants malades, mais il y a même eu 2 morts. Donc là, la responsabilité, elle est énorme, quoi. La même année, il y a eu des Kinder de Ferrero contaminés au salmonelle. On a aussi porté plainte. Donc tout ça, c'est en train de suivre son cours. Et donc ça, c'est des gens qui viennent vous voir, qui vous disent j'ai été contaminé, c'est vous qui le commencez. Parfois, c'est nous qui menons l'enquête parce qu'on est alerté par des autorités de santé. En fait, ce qui devrait se passer dans ces scandales, c'est justement ça qu'on dénonce. C'est l'entreprise, elle doit faire ses autocontrôles. Donc c'est OK, dans la réglementation européenne, il peut pas y avoir un contrôleur public derrière chaque usine tous les jours. Donc les entreprises ont leur responsabilité de faire des autocontrôles. Et voilà. Mais en fait, dès qu'elles détectent quelque chose qui est potentiellement dangereux pour la santé, elles ont l'obligation légale, c'est la réglementation européenne, et puis c'est normal, hein, d'informer tout de suite les autorités et les consommateurs. Dans ces cas-là, elles ne l'ont pas fait. Et c'est en fait parce qu'il y a eu une multiplication de cas d'enfants malades que c'est finalement des autorités de santé qui ont été alertées et qui ont dû mener l'enquête et remonter le fil. Donc parfois, on est alerté par des autorités de santé, parfois c'est parce qu'il y a des journalistes qui font l'enquête, c'est le cas de Nestlé Waters, parfois c'est nous qui avons une info qui nous met la puce à l'oreille et du coup on va creuser, voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça suit son cours. Et donc là, quand pour le coup, c'est des journalistes d'investigation de Radio France et du Monde qui début 2024 ont révélé les résultats d'une enquête qui montrait que ça faisait des années que Nestlé Waters, c'est Vittel, Epar, Perrier, Contrex, et que Source Alma, c'est Cristalline, l'eau la plus vendue en France. Ça faisait des années qu'ils utilisaient des filtres illégaux. Sponsor. Ça faisait des années qu'ils utilisaient des filtres illégaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, manifestement, ils avaient détecté à différents moments dans différents de leurs forages des contaminations d'eau. Et plus le fil a été tiré, plus ce qu'on a appris, c'est que ils avaient détecté des bactéries E. coli. Donc en fait, c'est matière fécale, hein. Mais aussi, et c'est là que tu revois le système et le cercle vicieux, mais aussi des résidus de pesticides et des PFAS, ces fameux polluants éternels. Utilisés dans l'agriculture. C'est ça. Donc en fait, on a un système qui pollue les sols. Ça revient dans l'eau, y compris les eaux souterraines censées être pures, voilà. Et du coup, au lieu de se dire on a peut-être un petit problème avec notre système, et au lieu surtout de respecter la loi en alertant tout le monde en disant bon, on a un risque de contamination, donc là, on arrête la commercialisation et on voit ce qu'on fait. Ils ont mis tout ça sous le tapis. Et ils ont utilisé des filtres illégaux. Et le problème, c'est qu'ils sont pas illégaux par hasard, quoi. C'est parce que du coup, ils ont continué à vendre 100 fois plus cher que l'eau du robinet aux gens, une eau qui avait les filtres à peu près équivalents à l'eau du robinet. Donc l'arnaque au prix. Moi, je trouve ça tellement en plus injuste et intolérable de dire les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et vous continuez en fait à les prendre pour des idiots et à les attaquer au portefeuille en leur vendant 100 fois plus cher une eau qui n'a plus du tout les qualités d'une eau de source ou minérale naturelle. Quoi. Donc voilà. C'est clair. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, de toute façon, c'est simple, ça a pris même pas 1 heure. On a vérifié un peu les infos, on a eu les infos avec. On a regardé ce qu'avaient fait les journalistes. On s'est dit bon, de toute façon là, il faut donner ça à la justice pour casser ce climat d'impunité. Nous, on dit partout, c'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé qu'on est au-dessus des lois, quoi. Et après, c'est à la justice d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'en plus, il y a plein d'infos qui s'empilent là, qui montrent aussi que l'État et des représentants de l'État ont été complices, quoi. C'est-à-dire qu'au début, on est OK, ils ont regardé ailleurs, ils ont pas fait que regarder ailleurs. Ils ont aussi accepté un peu la fraude, qui est une fraude massive, mis le truc sous le tapis, voilà. Donc, on a porté plainte en février 2024 au parquet de Paris, en ciblant Nestlé, Source Alma, mais aussi du coup en disant il faut regarder, on vous demande de regarder à travers notre plainte les responsabilités des représentants de l'État pour que toutes les responsabilités soient bien établies, quoi, et qu'il y ait des sanctions dissuasives. Et notre plainte, elle a été délocalisée à Épinal. Pourquoi? Parce qu'à Épinal, il y a plusieurs des forages de Nestlé. Bon, OK, pourquoi pas. Sauf que juste avant l'été, on a reçu un appel de notre avocat et qu'on a appris que en fait, il y avait une transaction financière qui était en train d'être opérée entre le tribunal d'Épinal et Nestlé. Ça existe, c'est un truc juridique qui existe que moi je connaissais pas, ça s'appelle CEGIP. Bon, mais c'est censé être que sur le droit de l'environnement. Mais là, tout d'un coup, on apprenait cette procédure que je connaissais pas, et on apprenait que même notre plainte qui nous était pour fraude, tromperie et santé publique, en fait, il la mettait dans cette transaction financière. Et la question qui nous était posée à travers notre avocat, c'était à combien Foodwatch estime le préjudice?
Tu vois ma tête, quoi. Ouais. Donc, nous, on a sauté de la chaise, on était avec Ingrid, on a sauté de la chaise et on a dit, mais jamais. D'abord, Foodwatch n'acceptera jamais d'argent de l'industrie agroalimentaire, encore moins de Nestlé, mais enfin, de toute façon, jamais, et encore moins dans ce genre de cas. Et on a écrit par notre avocat au juge et tout, et en disant, mais en fait, le préjudice, il est pas du tout financier. Le préjudice, c'est le climat d'impunité qui fait que ce genre d'entreprise croit qu'elles peuvent ne pas respecter la loi, prendre les gens, Au-dessus des lois. prendre les gens pour des cons et ne pas avoir de compte à rendre et que tout se passe bien. Donc il faut casser ce système pour redonner de la confiance justement, que les gens arrêtent de rendre les gens dans l'anxiété, quoi. On enlève les substances dangereuses et on arrête les scandales et les gens peuvent retrouver de la confiance dans leur alimentation. Ça devrait pas être si compliqué. Ça Donc serait on passé a sous le tapis, du coup, ils auraient donné de l'argent et ouais. ce serait Ouais, c'est fou quand même. ouais. Mais sauf que, et c'est là que je veux vraiment redonner de l'espoir aux gens, sauf qu'on peut agir ensemble. Et que qu'est-ce qu'on a fait? On a dit hors de question. Et pareil, dans la rubrique presse, vous trouverez le communiqué de presse de Foodwatch de septembre 2024. On a communiqué en disant Foodwatch refuse l'argent de Nestlé et reporte plainte. Et on a reporté plainte au parquet de Paris en redisant mais en fait on n'est pas du tout OK. Surtout que Perrier, ça n'est pas dans la juridiction d'Épinal, c'est dans le Gard, donc c'est ailleurs. Et donc on a reporté plainte en disant mais en fait au vu en plus des informations qui continuent à arriver et tout, vraiment c'est pas OK en fait. Et vraiment c'est important que le climat d'impunité soit cassé, que la justice fasse son boulot. Et on a été entendus. Et du coup on a fait plainte avec à la constitution de partie civile, une ciblant Nestlé Waters et les responsables de l'État qui ont été complices dans cette affaire, et une sur Salma, et pareil avec les responsables de l'État. Et la bonne nouvelle, c'est que suite à ça, on a entendu dire que peut-être ça allait être délocalisé, que peut-être machin. On a un peu continué à dire vraiment ce serait pas du tout envoyé un bon signal. Et c'est super parce que du coup la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un juge d'instruction qui est nommé depuis le mois de février ou mars 2025, et il y a vraiment une enquête judiciaire. Donc cette fois, non seulement il y a le juge, mais il y a vraiment une information judiciaire, c'est-à-dire qu'il est en train de mener l'enquête, il est en train d'auditionner des gens, y compris les acteurs concernés, et j'espère que ça ira jusqu'à un procès en bonne et due forme, et qu'il y aura des sanctions dissuasives en bonne et due forme. Mais en fait, le message, il est très clair, c'est de dire, mais on va vous attaquer. Nous, on est David contre Goliath, tu vois, mais on attaque sur l'image de marque, en fait. De dire, et je dis aux gens, mais Perrier, pour le coup, ne vous faites pas avoir parce que maintenant ils appellent leur eau minérale qui n'est plus minérale Maison Perrier. Ils ont continué à être sponsors là de Roland-Garros comme si de rien n'était. Et ils pensent que les gens sont tellement attachés à leur marque qu'ils vont continuer à acheter leur eau. Enfin, je vous le dis, une marque qui prend autant les gens pour des idiots, voilà, non, je pense pas que les gens vont continuer à en acheter beaucoup, et c'est tant mieux. Ce serait une première en France que une telle entreprise soit attaquée, enfin soit même condamnée. Qu'il y ait un procès, ouais. En fait, après il y a eu le scandale de la viande de cheval, pour lequel il y avait eu un procès, mais à l'époque les sanctions étaient pas du tout suffisantes en fait. Et donc de toute façon il y a qu'un truc qu'ils comprennent, ces gens-là, c'est l'attaque au portefeuille. Donc c'est pas avec une des journalistes de Mediapart aussi sur cette enquête qui est venue après, elle avait estimé que cette fraude massive, ça fait 15 ans que Nestlé Waters l'a fait en France, et ils ont gagné 3 milliards d'euros. Ah oui. Tu vois, donc après, c'est pas juste une transaction financière où ils vont filer 2 milliards à un je sais pas qui, que c'est acceptable, en fait. Et donc, non, voilà. Non, parce qu'il y a une question de santé publique, non, parce qu'il y a une question de respecter la loi, et non, parce que, en fait, les gens, ils peuvent s'attendre à, voilà, à avoir accès à une alimentation qui est OK, sans se poser toutes ces questions et sans être dans ce climat anxiogène, quoi. Il y a une autre pratique aussi qui a vu le jour aussi ces 2 dernières années pendant la période d'inflation, c'est la shrinkflation. Ouais. Donc c'est diminuer la quantité des paquets, il y avait un prix au kilo qui reste le même. Ouais. Tu peux nous décrire un peu ce que c'est? Ouais, ça fait partie des arnaques insupportables, donc c'est pour ça que nous, on dénonce régulièrement différents types d'arnaques. Mais ça, l'arnaque au portefeuille, en plus, en pleine période d'inflation, c'était totalement inacceptable, quoi. Et t'as vraiment envie de leur dire, mais on vous voit maintenant. Donc maintenant, on vous observe. Et beaucoup d'arnaques sur l'étiquette, d'ailleurs, c'est les gens de la communauté Foodwatch qui nous les remontent. Et d'ailleurs, sur le site internet, il y a le mur des arnaques où les gens peuvent poster les arnaques que vous trouvez. Et en fait, là, le principe, c'était, en français, c'était l'inflation masquée. On a découvert que il y avait, donc on avait identifié plusieurs produits, mais en fait, ça montrait surtout qu'il y avait derrière beaucoup d'autres produits certainement qui étaient concernés. En fait, ils baissent la quantité de produits, mais sans changer le prix à l'unité et sans changer l'emballage. Donc, typiquement, à l'époque, c'était une boîte, par exemple, de Pyrénéens. Tu sais, c'est chocolat. Et donc, la boîte, elle avait 30 Pyrénéens.
bah, tout d'un coup, il en avait plus que 24. Sauf que c'était le même prix à l'unité et la même taille de boîte. Et il y avait juste un peu plus de plastique à la place du chocolat dedans. Donc, en fait, c'est impossible de savoir. Ça veut dire que Ah sinon, oui, bah, c'est impossible. faut partir faire ses courses en se disant, alors, je vais acheter le même produit que d'habitude, mais je vais comparer parce que au cas où ils me prennent pour un idiot. Et en fait, c'est pas possible de jouer là-dessus, quoi. Mmh. Donc, le prix au kilo, du coup, quand tu regardes, bah, il avait sauté, mais t'as pas envie de regarder le prix au kilo tout le temps. Donc, je vous le dis, comme on peut pas faire confiance aveugle, regardez le prix au kilo, le prix au litre. Mais surtout, il faut mettre des règles du jeu et siffler la fin de la récré, quoi. Mmh. Donc, en fait, en dénonçant ça, encore une fois, on leur envoie un signal très fort de dire, on vous voit, arrêtez vos pratiques abusives et montrez plutôt que vous êtes, que vous respectez, quoi. En étant plus transparent et en faisant pas ce genre de marketing totalement insupportable. Et donc on l'a dénoncé, ça fait qu'il y a eu des engagements des industriels, mais surtout on a réussi cette fois avec, l'ancienne ministre à la consommation, à obtenir une réglementation. Donc il y a eu un décret pour obliger, la grande distribution, dans les rayons, à afficher pendant, je crois qu'on a, je sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois, mais en tout cas pendant une période donnée, que les gens quand ils vont dans les rayons, ce soit visible de voir qu'il y a eu cette pratique sur, tel et tel produit. Mais je crois vraiment que le principe même, c'est ça, c'est qu'on collectivement, on envoie un message de dire: En fait, on en a marre, Ouais. ça Vous nous suffit, prenez pour des. ça suffit, on vous voit et on va dénoncer vos pratiques abusives». Parce que quand on fait ça, ce que j'entends dire là aussi, un peu et ça me fait plaisir parce que je me dis que c'est à ça qu'on sert, Mmh. c'est qu'on évidemment, je le sais pas à chaque fois, mais j'ai entendu dire plusieurs fois, on m'a rapporté que dans des départements marketing, par exemple, d'une grande boîte, tu vois, tu as un collègue qui va faire, «Ah bah tiens, on va mettre ça sur l'emballage, comme ça les gens, ils vont avoir envie même s'il y en a pas dedans», quoi. Genre une fraise en gros alors que tu as un pauvre arôme artificiel, hein. Mmh. Et il y a des trucs qui sont encadrés, mais des fois, tu sais, ils poussent à la limite de la légalité. Et il y a des gens qui disent, «Non, non, on va pas faire ça parce que Foodwatch va nous tomber dessus». Ah Et ouais, ça donc me fait plaisir parce qu'en ouais. fait, c'est pas moi, Karine, tu vois? Ou, Oui, non, mais oui. et ou même l'équipe, même si l'équipe fait un boulot, formidable, c'est surtout que, bah, voilà, on est 500 000 personnes et ça grandit tous les jours Mmh. et c'est, les citoyens, les citoyennes que j'invite à agir avec Foodwatch, mais pas que, chacun aussi à leur niveau dans toutes les associations qui vous intéressent et tout. Ça permet de montrer qu'on est plus puissant que ce qu'on veut nous faire croire, qu'on a voix au chapitre et qu'on peut dire: «Mais on vous voit et on va dénoncer vos pratiques abusives». En fait, c'était trop facile, tant qu'ils pensaient, ces marques-là, que, bah, ils avaient de compte à rendre à personne. Ouais, Voilà. C'est plus le cas et je crois que, être en capacité de surveiller, enquêter sur la base de faits, bien sûr et dénoncer, mmh. c'est une façon de faire changer les choses. Est-ce que tu as des exemples peut-être de d'autres pays qui sont ambitieux sur ces questions, de régulation de l'agroalimentaire? Des exemples? En fait, ouais, c'est pas sur tout, quoi. Tu Ouais. vois? Tu as pas le pays où c'est Ah magique bah et tu oui, dis: bien sûr. C'est la ref», mais sur certains sujets, par exemple, sur le sujet du marketing qui Mmh. cible les enfants Mmh. pour, les produits trop gras, tout ce qui est trop salé, on parle souvent du Chili, parce qu'ils l'ont mis en place et qu'il y a des résultats. Il y a le Mexique aussi qui a, utilisé là un nouveau logo, qui semble tout à fait, prometteur. Là, on entend beaucoup parler de la Grande-Bretagne Mmh. parce qu'il y a un nouveau gouvernement beaucoup plus volontaire pour justement, défendre l'intérêt général et les droits fondamentaux et la santé. Donc ils sont en train de prendre des mesures, qui vont dans le sens de ce qu'on voudrait bien voir, arriver en France. Mmh. Et après, il faut qu'on continue de toute façon à jouer effectivement ce jeu un peu de compétition entre les pays pour faire bouger au niveau européen, quoi. Quand on a avec d'autres associations, réussi en 2020 à faire, interdire l'additif, E171, je sais pas si vous vous en rappelez, le dioxyde de titane qui était notamment dans les bonbons et tout ça. Non. Ouais, le nom déjà tu as pas envie, mais en fait, il servait à rien ce truc, il servait à blanchir les aliments et il était dangereux pour la santé. Donc ça, on a réussi à le faire interdire avec d'autres assos, en France en 2020 et après on n'a pas lâché quoi, pour, pousser et du coup, les collègues de Foodwatch, en Allemagne et aux Pays-Bas ont poussé, en faisant des enquêtes sur des produits, en démontrant la contamination. Il y a eu une coalition d'associations à Bruxelles, on a poussé tous ensemble et tout et on a réussi à faire interdire en 2022 dans toute l'Europe. Voilà. Donc il y a ça aussi, il y a, c'est une super question parce qu'il faut non seulement regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs pour faire évoluer en France, mais aussi pour se servir de tout ça comme levier Mmh. pour faire évoluer la réglementation à l'échelle européenne, comme ça tout le monde est avec les mêmes règles. C'est sûr. Il y a aussi, on peut, peut-être passer à dernière question avant, la dernière partie, mais en termes de solutions, tu parlais tout à l'heure de réancrer un peu, reterritorialiser un peu les systèmes alimentaires. On parle de d'épicerie solidaire, sécurité sociale de l'alimentation. Ouais.
Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est, on va reparler alimentation parce que c'est de là que je parle et que j'ai mon expertise, mais ce que j'ai voulu vraiment élargir dans la 3e partie du livre, le sous-titre du livre, c'est, «Le combat pour l'égalité commence dans l'assiette». Parce Mmh. qu'encore une fois, je pense que l'alimentation, c'est à la croisée de tous les enjeux. Mais ce que je veux vraiment dire aux gens, c'est déjà moi, j'ai commencé le bouquin en disant: «Je suis en colère». C'est ma surprise moi-même. J'ai dit: «J'aime pas ce sentiment, en fait». Ça nous met vraiment dans un endroit où, c'est même un peu dangereux et qu'est-ce que tu fais de ça? Mmh. Mais justement, j'avais envie de dire aux gens, effectivement, le diagnostic qu'on vient de décrire, franchement, il est amer et c'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous impose un système qui est, désastreux pour l'environnement, la santé publique et même, le lien social, en fait. C'est pas une fatalité, on peut le changer, très bien. Mais surtout, on peut aussi reprendre le pouvoir à l'échelle plus, locale. En tant que citoyenne, citoyen, on peut faire plein de trucs, 1000 et un trucs. Et moi, j'ai même pas la liste complète parce que je suis sûre que les gens, ils vont penser à des trucs, tu vois, auxquels on pense même pas aujourd'hui, mais qui vont nous permettre de faire cette transition, de recréer du lien social, de remettre de la démocratie, de retrouver un lien, avec notre alimentation, qui est de nouveau, tu vois, un droit fondamental et cetera. Et donc j'ai voulu donner des exemples. Sur l'alimentation, par exemple, ouais, il y a plein de choses qui sont passionnantes qui se passent, en fait. Il y a des épiceries sociales et solidaires, il y a des assos comme VRAC qui font, des achats, groupés Mmh. de produits dans les quartiers populaires. Ouais. Ça veut dire des quartiers où vraiment, bah, à force, les gens se disent, «OK, en fait, il y a le bio pour les bobos et puis, la malbouffe pour ceux qui ont pas les moyens». Bah, non, en fait, c'est pas une fatalité. Si on s'organise ensemble, différemment, Ouais. on peut accéder à des produits en les achetant ensemble, en choisissant ensemble. Il y a les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Donc ça, c'est pareil, il y en a une trentaine, en France et le principe, en gros, je simplifie, hein, il y a beaucoup de choses sur internet là-dessus, mais en gros, c'est de mettre une caisse commune où on met de l'argent en commun et avec une diversité de gens, et de revenus et donc si on a, moins de revenus si moi j'ai moins de revenus, je vais mettre moins, si toi tu as plus, tu vas mettre plus, mais au final on a le même droit. Donc par exemple, la caisse, commune de Montpellier, c'est 100 € par, personne par mois Ouais. en monnaie locale et on va décider démocratiquement ensemble de qui on conventionne. Ça veut dire on va décider démocratiquement de dans quel commerce, quel magasin, auprès de quel producteur Mmh. direct, productrice, on va pouvoir utiliser cette monnaie. Et c'est génial parce qu'en fait, Mmh. les témoignages, c'est quoi? C'est que ça recrée du lien, ça redonne de la voix à des gens qui aujourd'hui sont laissés, franchement, sont laissés au bord de la route, à qui on laisse, qu'on n'écoute pas, à qui on laisse pas le choix de leur alimentation et tout ça. Et ça redonne de l'accès à une alimentation et ça recrée des chaînes aussi, Ouais, du lien. du lien et puis des chaînes avec des producteurs directs parce que les producteurs, productrices, notamment, en bio, sur les AMAP ou ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: «Mais moi, ça m'embête parce qu'aujourd'hui, je vois que je n'arrive à toucher que des gens qui ont un certain revenu, en fait. Mmh. Donc comment on peut faire pour recréer des chaînes, vertueuses?» Donc en fait, il y a plein d'initiatives et même que ce soit au-delà de l'alimentation, moi vraiment, je veux dire aux gens, aujourd'hui, on est quand même dans un système et face à un pouvoir qui cherche à nous faire croire qu'on est impuissant. Mmh. On est dans la sidération des nouvelles, catastrophiques, qu'on nous assène, tous les jours et en fait, ça va, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on veut nous faire croire. On peut bouger et ne pensez pas que que des petits gestes, ça sert à rien, en fait. Des petits gestes, c'est essentiel. Être bénévole dans une association locale, aller parler avec des gens et puis, organiser peut-être un banquet, discuter de la Mmh. sécurité sociale de l'alimentation, imaginer encore autre chose. En fait, tout compte, que ce soit faire bouger dans votre entreprise, dans votre village, dans soutenir les associations, faire des petits dons aussi aux associations. En fait, tout compte pour qu'on montre que c'est nous, les citoyens, les citoyennes, qui pouvons décider de la société qu'on veut et il y a aucune raison d'accepter l'inacceptable, en fait. Mmh. Donc voilà, mettons-nous en mouvement et moi j'ai confiance, dans les gens. D'ailleurs, il y a qu'à voir, quand on laisse la parole aux gens, il se passe plein de trucs, hein. Je parlais là de démocratie alimentaire, mais quand il y a eu les cahiers de doléances, après les gilets jaunes, c'est des milliers de gens qui sont allés, écrire plein de propositions et plein de propositions, passionnantes et c'est un scandale qu'on les ait pas encore, publiées et numérisées. Il y a plein de gens qui travaillent à ça, mais tant mieux parce que les gens, en fait, ils savent très bien ce qui serait bon pour notre Mmh. société et on cherche à les rendre silencieux et c'est pas OK. Mmh. Et cette colère, du coup, bah, parfois, elle a tendance à être utilisée à mauvais escient parce que à force de pas savoir, comment faire et à force d'être mis aussi dos à dos
et d'avoir une stratégie de diviser pour mieux régner, on se retrouve avec l'extrême droite aux portes du pouvoir. Et ça ne va arranger personne, vraiment, je vous le dis. Ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils ne défendent pas l'interdiction des pesticides. Là, la loi du plomb, ils l'ont encore soutenue. Donc en fait, non, ils sont pas du côté des gens au sens large et de l'intérêt général. Voilà. Mais nous, citoyennes, citoyens, on peut défendre des choses, on peut soutenir les associations, on peut se serrer les coudes et on peut aussi politiquement soutenir les gens, ou même il y a des municipales en 2026. Je sais pas, présentez-vous pour défendre le droit à l'alimentation et les services publics. Mais en tout cas, on a plus de pouvoir que ce qu'on croit. Et moi, juste perso, l'action, c'est mon mécanisme de survie, quoi, en fait. Comme ça me révolte depuis toujours les injustices, qu'est-ce que ça fait du bien d'agir. C'est un peu ton essence, quoi. Ouais, qu'est-ce que ça fait du bien d'agir et de dire justement aux lobbies en face ou aux responsables politiques qui bougent pas, de leur dire les yeux dans les yeux, mais en fait, c'est pas OK, on va pas accepter. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'est clair. Sur ces belles paroles, on va clôturer la partie plat. Et si tu veux bien, on va passer à la dernière partie, donc le dessert. Première question, Karine. Si demain tu deviens ministre de l'Alimentation, qu'est-ce que tu mettrais en place? Quelles sont les premières politiques que tu mettrais en place? Tu as déjà parlé de quelques... Ouais, il y a plein de mesures. Déjà, j'ai pas envie d'être ministre. Voilà, comme ça, c'est dit. Parce que je trouve que c'est important aussi qu'il y ait justement des gens, tu vois, de la société civile qui soient force de proposition et de piloter aussi. Mais disons que si j'étais ministre, je pense que déjà je pousserais pour que ce droit à l'alimentation soit vraiment connu et respecté, parce qu'en fait c'est de là que découle un peu tout, tu vois. Et par exemple faire supprimer les substances dangereuses pour la santé, c'est des choses assez faciles à faire, donc direct. Et la question aussi sur les prix et les marges, la transparence et l'encadrement sur au moins quelques produits, pour montrer tout de suite politiquement que c'est pas les distributeurs ou l'industrie agroalimentaire qui va décider. Ils ont leur marge de manœuvre, mais c'est la responsabilité de l'État de rendre accessibles des produits sains et durables. Je pense que ça fait partie des premières mesures phares, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire peut-être la plus grande victoire de Foodwatch à ce jour? J'en ai déjà un peu parlé, mais deux choses un peu différentes. Mais le fait qu'on soit plus de 500 000 abonnés à la newsletter aujourd'hui en 10 ans, pour moi, ça veut dire, OK, on propose quelque chose aux gens qui peut être utile. On est au bon endroit de ce point de vue-là, de dire, ouais, moi j'ai vraiment envie de redonner de l'espoir aux gens en fait, et de dire, je suis désolé, on m'oblige à réagir au scandale parce qu'il y a des scandales et des pratiques abusives, mais justement, on les dénonce pour qu'il y en ait de moins en moins et qu'on soit pas réduit à ça. Et vraiment, on peut ne pas laisser faire sans rien dire. Donc, pour moi, c'est un signe de rassemblement fédérateur. Trop souvent, ils cherchent à opposer agriculteurs, consommateurs, ils cherchent à opposer production agricole et de notre alimentation et protection de l'environnement, alors que tout ça doit aller ensemble. Voilà. Donc nous, face à ça, unissons-nous. Et ça, pour moi, c'est un succès de voir que on est en train de s'unir et de former vraiment ce que j'appelle un contre-pouvoir citoyen indépendant, en bonne intelligence avec plein d'autres acteurs et plein d'autres associations. Mais ça me fait plaisir. Je trouve que c'est un succès parce que c'est l'intention. Et plus on sera nombreuses, plus on sera puissant, plus on devra bien nous écouter, quoi. Okay. Et le deuxième succès, c'est toutes les fois où on a tenu tête, et même si c'est long et fastidieux et on peut dire mais on lâche pas en fait. Et je vais pas le détailler là, mais on a mis 10 ans, 3 fois des tests sur des produits alimentaires pour dénoncer une contamination par des huiles minérales qui sont des dérivés de pétrole. Les gens le savent pas, ça se voit. Ouais, ça se voit pas à l'œil nu, des MOA et des moches, tu vois, ça s'appelle comme ça. Ça se voit pas à l'œil nu, les gens n'ont aucune possibilité de savoir, il faut faire des tests en laboratoire, mais on l'a fait 3 fois et en fait on a obtenu une interdiction, tu vois, une réglementation européenne très forte. Là, on surveille le dernier texte pour être sûr que les lobbies le font pas à l'envers. Mais voilà, et ça, les gens le voient pas forcément, ça, on le fait un peu en coulisses. Okay. Mais en fait, ce que ça fait concrètement, c'est que les produits dans les rayons n'ont plus ces contaminants qui sont les huiles minérales, dérivées de pétrole, non plus ces contaminants, et donc vous êtes moins exposé à un risque pour la santé grâce à cette campagne-là. Et puis là, à Nestlé, enfin de dire à Nestlé Waters, mais en fait Nestlé Waters, on reporte plainte et vous allez devoir rendre des comptes, et de voir qu'il y a une instruction judiciaire en cours, c'est vraiment la preuve de dire mais on peut tenir tête. Et honnêtement là, pour le coup, si on n'avait pas été là,
c'est le truc qui serait sous le tapis et puis c'est tout. Enfin, les journalistes font vraiment un boulot formidable pour le coup, les journalistes indépendants d'investigation là. Mais derrière, une fois qu'ils ont révélé les enquêtes, il faut qu'il y ait des actions parce que s'il y a pas d'action, l'enquête elle retombe un peu comme un soufflé. Donc voilà, ouais et continuons à tenir tête et à montrer que, en fait, on va pas accepter sans rien dire. Est-ce que, je sais pas si tu en as une, hein, je sais pas si tu as réfléchi. Mmh. Est-ce que tu as une citation, que tu aimes bien, liée à l'écologie, l'alimentation, l'environnement, que tu aimerais bien partager? Alors j'y ai pas réfléchi pour aujourd'hui, mais je veux pas donner l'impression que je fais la promo. Je donne les droits d'autrice à Foodwatch, mais en vrai, celles que j'aimais bien, je les ai mises OK. dans le bouquin. Mais on peut l'attraper. Il y en avait une notamment d'Olivier de Scooter de mémoire. Ah oui, ouais. De l'ONU? Voilà, où il disait ouais, de l'ONU, qui est l'ancien, rapporteur, des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et qui avait une phrase qui dit quelque chose que voilà, qu'on est nombreuses et nombreux à penser, mais il l'avait super bien formulé et en gros qui dit, «Le temps où on considérait, l'agriculture et l'alimentation comme une marchandise comme une autre, est fini, quoi» Mmh. et c'est ça qui est très important de comprendre et de faire acter dans les décisions politiques. Mmh. C'est clair. Est-ce que, c'est une question un peu plus personnelle, hein. Ouais, Si tu pouvais dîner avec une personnalité, que tu admires, que mmh. ce soit en lien avec le militantisme, ce que tu veux, une actrice fictive, morte, ce serait qui et pourquoi? Ce serait Fatima Wassak, d'ailleurs OK. que j'invite, à ce qu'on aille dîner un de ces jours. Ah, qui c'est qui? Et Fatima Wassak, c'est une militante et autrice, aussi qui a écrit L'écologie pirate OK. et en fait, c'est passionnant et c'est hyper important parce que Fatima, elle explique, très bien que, on prend vraiment pas suffisamment en compte la diversité de notre société dans nos réflexions de quelle société on veut. Quand on dit: «Bah, on veut une société, plus juste, plus durable, plus résiliente». Ouais, sauf que la diversité et notamment qu'est-ce qui se passe dans les quartiers, populaires et ça veut dire quoi dans un quartier, populaire versus un quartier rural versus, une grande ville, l'accès à une alimentation saine et c'est quoi les problématiques et etc. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à être, entre blancs du même milieu, tu vois? Et voilà et c'est une erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'on doit être exemplaire dans le fait de considérer, toutes les violences et les discriminations du système de l'alimentation que je décris. C'est ce que je dis aussi, c'est les mêmes violences et discriminations qu'on retrouve dans l'ensemble de la société Mmh. et il faut qu'on le voit, il faut qu'on voit ces liens et il faut qu'on les prenne en compte dans la façon dont collectivement on apporte des réponses et pour ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on lie, les combats. Elle parle même du combat décolonial, mais évidemment, parce que en fait, la domination, tu vois, de quelques entreprises et du système politique actuel sur la production de notre alimentation, sur l'accès à l'alimentation. Déjà, tu retrouves les mêmes discriminations, tu vois? Donc, les femmes, tu vois, les minorités et cetera. Mais en plus, ça va au-delà, c'est que ça fait écho à aussi un système de domination dans notre société sur Mmh. les autres, sujets. Donc il faut décloisonner, il faut réfléchir ensemble. Il y a plein d'idées dans le bouquin, L'écologie pirate de Fatima Wassak qui sont passionnantes et surtout il faut qu'on discute et qu'on se mette autour de la table. Moi je dis déjà, on va pas discuter tout seul, il y a pas les associations de consommateurs, les associations environnementales, les associations de santé. Non, tout ça est lié et on y va ensemble, ce qu'on fait déjà pas mal, mais il faut qu'on élargisse encore plus le scope, pour, intégrer beaucoup plus d'aspects, de la diversité de notre société. Ce qu'on fait encore assez mal. Il faut commencer par le reconnaître et moi, j'ai appris plein de choses en lisant, le bouquin de Fatima Wassak. Les initiatives aussi de Banlieue Climat et de Ouais. Ferris Barkat et son équipe, c'est génial. Je veux dire, là, ils Ouais, ouais. font témoigner des mamans de quartier, des gens, encore une fois, c'est un peu comme l'exemple de démocratie alimentaire et de sécurité sociale de l'alimentation. C'est des gens à qui on donne jamais la parole, alors qu'en fait, ils ont tellement de trucs à nous apprendre et à Mmh. apporter pour la transition et la société de demain, qu'on veut, quoi. Donc moi, j'ai très envie de dîner, avec Fatima Wassak pour qu'on discute de tout ça. Comment on élargit encore plus, Mmh. on sort de nos idées reçues, des silos et on embarque tout le monde. Et qu'est-ce que ce serait comme plat? Bah, je lui laisse le choix, tiens. Est-ce que, bah, justement, on parlait un peu de ressources, tu as ton livre qui vient de sortir, donc Les dangers de notre alimentation. Mmh. Est-ce que tu as d'autres peut-être, ressources documentaires, des podcasts, des films, des documentaires Ouais, que ouais, tu as bien envie sûr. de conseiller? Bien sûr. Bon déjà moi dans le bouquin, je crois que je cite au moins 40 autres, bouquins parce que c'est ce que je voulais faire aussi. Moi, j'avais envie, même pour moi, à un moment donné, de rassembler un peu les choses pour mettre en perspective. Donc voilà, donc les gens, ils trouveront plein de j'espère de sources, Je mettrai le lien, bien sûr, de ton ouais, livre. ouais, ouais, c'est cool et de sources d'inspiration vers, plein d'autres auteurs, autrices, par exemple, il y a Anne-Laure Delatte, qui est une économiste, qui a écrit «L'État droit dans le mur» et moi j'ai découvert, plein de choses, enfin voilà, il y a plein de gens passionnants sur des angles différents. Nicolas Legendre qui a écrit, «Silence dans les champs»,
sur justement l'omerta et les systèmes de domination dans l'industrie agroalimentaire et notamment en Bretagne. Mathilde Viau qui a écrit L'homme politique, moi j'en fais du compost, pour parler justement du besoin de diversifier, de pas avoir que tu vois, toujours les mêmes, des hommes blancs hétérosexuels dominants qui pensent tous pareil, le néolibéralisme, et du coup faut pas s'étonner qu'on a du mal à avoir des politiques un peu nouvelles, tu vois, par exemple. Et voilà, donc il y a plein d'aspects en fait, et du coup chacun peut trouver un peu ce qui vous parle. Et puis dans les trucs que j'ai cités, mais pas que, il y a en science-fiction, parce que des fois c'est un peu lourd aussi de lire Ouais, bah des oui, c'est essais et sûr. tout. Bon, j'ai essayé de l'écrire pas chiant, je vous promets, le plus vivant possible pour partager justement l'expérience. Mais il y a un film par exemple Goliath Ouais. avec Pierre Ninet sur l'histoire du glyphosate. Alors il l'appelle pas glyphosate, mais c'est vraiment la saga du glyphosate qui est hyper passionnant. Et moi j'y ai vraiment vu, tu vois, plusieurs années de ma vie et de d'autres militants militantes. Et la saga n'est pas finie et on va finir par y arriver. D'ailleurs, cette semaine, il y a encore une nouvelle étude qui est sortie qui repointe du doigt les risques pour la santé. Mais voilà, Goliath, c'est super bien. Bien sûr, Algues vertes. Sur les lobbies, Lobitomie de Stéphane, Lobitomie de Stéphane du Monde, Stéphane Aurel avec un H. Mais aussi Inès Léraud, quoi, qui est quand même super lanceuse d'alerte et journaliste d'investigation. Donc j'ai parlé d'Algues vertes, il y a le film, il y a la BD, et là elle vient d'en publier une autre qui s'appelle Champ de bataille OK. et qui est absolument passionnante parce que c'est sur le remembrement. Moi j'ai appris, Le remembrement? ouais, j'ai appris plein de C'est choses. quoi le remembrement? C'est au niveau de notre système agricole. OK. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le paysage a été redessiné pour permettre de produire plus, de faire venir aussi des plus grosses machines. Et donc là où on avait plutôt des champs très diversifiés, de petite taille, etc., il y a eu le remembrement qui a été finalement comment on recadastre les choses. Et j'ai appris plein de trucs. Enfin moi, je savais que ça n'avait pas été facile, mais j'avais pas compris que ça avait été violent et imposé à ce point. C'est passionnant, ça explique beaucoup de choses aussi sur du coup le paysage agricole aujourd'hui. Voilà. Et récemment, il y avait un documentaire sur Arte sur l'alimentation ultra Ah transformée oui, ouais, ouais. qui a été hyper En bien plusieurs fait. épisodes? Non, Ah non, là c'est c'était un long ouais. documentaire qui était hyper bien fait. J'ai oublié là le nom tout de suite, je l'ai sur mon téléphone, mais on pourra C'est pas les le dangers de remettre. l'ultra transformé? Je sais plus. Non, non, c'est vraiment un mot court, mais bref, on le mettra OK, ouais. dans les sous-titres. Je vais le retrouver. Je peux te le redire après. Et il est passionnant parce que du coup, il explique vraiment les stratégies en fait des lobbies de l'industrie agroalimentaire, un peu comme les stratégies du tabac. Malheureusement, c'est toujours les mêmes. Ce que je décris aussi dans le bouquin pour un peu les casser. Mais c'est vraiment passionnant parce que ça montre vraiment comment ils cherchent le pic où les gens vont adorer le goût Mmh. et être addicts, donc ils vont mettre Même autant de sucre pour là, le bruit de la le bruit. canette. Et en fait, à aucun moment, ça nous explique aussi bien que à aucun moment ça les intéresse le droit à une alimentation saine et durable. Le seul sujet, c'est comment je vais pouvoir vendre plus, même si au final c'est des produits qui posent vraiment question pour la santé et pour le système, quoi. Mmh. Donc ouais, il y a plein de références et des choses, voilà, qui sont ça peut aller des films aux BD. Moi, je sais que j'aime bien les romans graphiques et les BD OK. parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on a le cerveau Ouais, un peu saturé, puis c'est sûr. on n'a pas envie d'informations Ça coupe la journée. un peu anxiogènes, écrits tout petit dans un bouquin un peu serré. Donc moi, j'aime bien ça, mais c'est vrai que c'est très explicatif. Dernière question avant une idée de prochain invité. Est-ce que t'en as donné aussi quelques-uns, mais un conseil à quelqu'un qui débute dans le militantisme, que ce soit alimentaire, écologique? Ouais. Hem, 2 qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont pas contradictoires, je pense. Le premier, c'est, faut pas lâcher et faut pas être trop gentil. Moi, je prône la non-violence, Mmh mh. mais moi, j'essaie toujours je fais comme ça sur la ligne de crête, franchement, vu les rouleaux compresseurs qu'on a en face, je parle même pas du trumpisme, mais quoique si, parce que on n'a pas mieux en France avec une ministre de l'Agriculture qui n'hésite pas à prendre des positions, publiques en remettant en question la science sur le Nutri-Score, sur les pesticides avec la loi du plomb, j'en parle même pas. On nous balance des fake news au niveau le plus officiel et ça paraît OK à tout le monde. Donc en fait, vraiment, il faut pas croire que faire un rapport documenté avec toutes les sources et de se dire: «Bah, on a raison et on est légitime à demander ABC Mmh. et donc je vais aller au ministère et demander ABC
ça suffit en fait, vraiment. Donc il faut être malin, il faut être opératique en étant, quand je fais comme ça, c'est suffisamment confrontationnel dans la non-violence, mais pour, en fait, pour obliger à rendre des comptes, quoi. C'est, Nestlé, tu pas au-dessus des lois, c'est: «Tu voulu nous la faire à l'envers, je reporte plainte». On lâche pas, on fait du bruit, on David contre Goliath, c'est l'image de marque qui va être on fait du bruit parce que c'est l'image de marque qui va un peu, tu vois, les faire bouger, voilà. Faut avoir de la détermination, être malin, ne pas lâcher, ne pas faire le cadeau de penser qu'à un moment donné, c'est perdu, et cetera. Et donc voilà, faut vraiment y aller, pas juste demander, «S'il vous plaît, respectez la santé publique». Ça se saurait que ça marche comme ça, quoi. Surtout en ce moment, faut vraiment y aller, plus fort. La deuxième chose, c'est, heu, faites attention à vous, au sens où, de toute façon, les combats, moi, ça fait plus de 20 ans là que je suis engagée. Les combats, ils vont durer. Même quand on gagne un truc, il y a encore d'autres trucs à gagner. Une transition, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Il faut qu'on se mette sur les bons rails, mais il y aura plein de trucs à inventer, et cetera. Et souvent, les lobbies, quand on arrive à fermer la porte, ils reviennent par la fenêtre. On le voit avec les pesticides en ce moment. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi s'armer de détermination, de patience, et il faut durer. Donc c'est pas facile à faire. C'est un peu une quête de tout le Ça temps. peut être un peu frustrant. Ça peut être frustrant aussi, mais du coup, essayer d'équilibrer, quoi. C'est OK, de se reposer, de faire autre chose, d'aller jouer au ping-pong, si on a envie, de prendre des vacances. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas parce que le monde, va mal, faites attention au syndrome de sauveur et de sauveuse, quoi. Je sais de quoi je parle. Et donc c'est pas en bossant 18 heures par jour. Moi, je l'ai fait dans l'humanitaire, mais là, je sais qu'il faut pas le faire et je le fais pas, sinon je tiendrai pas, en fait. Et bien sûr que j'exige pas ça de mon équipe non plus. Parce qu'en fait, si on se crame, on va aider personne. Voilà. Et donc je sais que ça a l'air bateau de le dire, mais ça arrive très vite. Donc il y a des façons de rester, déterminé, engagé, mais en gérant bien aussi son énergie et en équilibrant avec d'autres choses, ça va vous aider à être encore plus efficace, et soyez solidaires les uns des autres. Quand on voit pas qu'on se crame, peut-être que les copains, les copines, les collègues peuvent le voir, et faut qu'on soit vigilant et puis qu'on montre l'exemple. Dans le milieu associatif, soyons exemplaires sur les valeurs qu'on veut porter, quoi, de solidarité, de bienveillance, de communication non violente, tout ça. Et un dernier point quand même, parce que j'ai voulu le mettre parce que même moi ça me fait un bien fou, de la joie, quoi. De la joie dans le militantisme. Voilà, moi je raconte un diagnostic pas sympa, je vous promets, j'ai écrit le bouquin de façon pas trop pénible, j'espère. Mais moi je suis pas une artiviste, et en fait je veux vraiment parler des artivistes parce que je trouve ça génial. Je cite beaucoup Coquelicot, par exemple, qui est chanteuse, qui est comédienne, et qui, fait tout ce qu'elle fait, c'est hyper engagé, qui d'ailleurs, est dans le collectif de Planète Boum Boum. Mais il y a aussi le collectif Minuit 12, il y en a, voilà, il y a Le Bruit qui court, il y a plein de collectifs comme ça qui en fait, portent l'engagement et les messages en utilisant le côté artistique. Et c'est génial parce que ça fait passer le message, différemment. Du coup, ça touche les gens de façon différente. Et même moi, ça me régénère totalement, parce que du coup, ça me fait du bien de me dire: «Oui, ça vaut le coup, oui, on est au bon endroit», et oui, ça fait du bien de l'entendre à travers une chanson, de le voir à travers une chorégraphie, et de sentir toute cette énergie, toute cette dynamique, positive aussi, parce que c'est ce qu'on veut finalement, c'est une société, positive, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. C'est sûr. Dernière question. Une ou un autre invité pour un prochain épisode. Invite Fatima Wassak. D'autres idées peut-être? D'autres idées, il y en a plein. Ouais, il y en a plein, mais je pense qu'il faut vraiment, sinon invite sinon quelqu'un, tu vois, qui peut témoigner de ses expérimentations, locales, sur l'alimentation, du coup, sur la démocratie alimentaire, mais vraiment des gens qui le vivent, quoi, tu vois? Et là, on peut donner des noms, mais c'est hyper important, d'écouter des gens qu'on n'écoute jamais. Tout simplement parce que, c'est chouette de le faire, quoi, et aussi parce que, on apprend plein de trucs, en fait, en vrai. Et ça nous, du coup, ça permet de mettre en perspective. Donc c'est pour ça que je parlais de Fatima Wassak, mais ça peut être aussi effectivement, voilà, des gens qui expérimentent des choses sur le terrain, qui peuvent nous alimenter. Et on peut pas être partout, mais tu vois, du coup, moi, je sais que, mon rôle, il est plutôt aujourd'hui d'être, voilà, à raconter des trucs, à essayer de mettre en perspective, à être dans les médias ou dans les ministères pour essayer de pousser des portes. Mais j'adore, et je fais en sorte de prendre du temps pour continuer à aller rencontrer, des gens justement qui, expérimentent des choses, pour pas être déconnecté, quoi. Parce que sinon on devient hors sol, et C'est sûr. on se met à penser, tu vois, un peu en pensée unique, et
et à devenir un peu moins pertinent, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Karine, d'avoir pris du temps, d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. On est là pour partager et se serrer les coudes. Les amis, ensemble. Et donc, je mets en lien, bien sûr, ton livre, le lien vers Foodwatch aussi, le site. S'il y a des exclus, peut-être à partager, n'hésite pas. Si peut-être des objectifs en 2025 que tu veux partager pour The Foodwatch. Ben, là, en vrai, on est dans la continuité parce que comme les combats, ils prennent du temps et qu'il faut pas les lâcher. Donc, Nestlé Waters, on lâche pas. La question de pouvoir d'achat, on lâche pas. Encore une fois, les enquêtes sur le sucre, l'enquête sur les promos, c'était pour marteler le même message qui est de dire, si vous privez des millions de gens d'accéder à une alimentation saine par vos pratiques. Donc, on continue en fait les rendez-vous et les enquêtes et le name and shame pour faire bouger les choses. Et puis, on n'a pas oublié les nitrites, on n'a pas oublié, voilà. Et puis après, plein de combats. Et après aussi de soutenir d'autres combats qui sont tous liés. Donc là, malheureusement, le Sénat hier, à 30 voix près, a raté la loi Zuckman, mais il y a plein d'autres combats qu'on peut soutenir aussi. Et les mobilisations sur les pesticides, là, collectives, elles vont continuer. Parce que déjà qu'on n'arrivait pas à avancer, mais là, ils essayent vraiment de nous faire reculer. Et en fait, c'est pas OK, en fait. Donc, va y avoir beaucoup de mobilisation. Grosse année encore à méditer. En tout cas, merci beaucoup, Karine. Et puis, je te dis à bientôt. Toi. Et puis, on va se recroiser dans nos combats mutuels. À très bientôt. Merci.